Nouvelle direction de la Chambre. Ici, à la fin, j'ai été un peu effrayé en écoutant le ministre des Finances. Pardon, le président de la Banque centrale. Cela pourrait aussi en être la cause. Mais j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. L'expression politique monétaire patiente, je ne l'avais jamais entendue. Je réfléchis à ce que cela signifie en termes de crédit. Mais nous ne le déchiffrerons probablement pas maintenant, plutôt lors des discussions qui suivront la conférence. Avant de plonger dans mon propos, permettez-moi de réagir à 3 points soulevés par ceux qui ont pris la parole avant moi. Le premier concerne le lieu. Nous sommes au bon endroit. Peu de gens le savent, mais j'aimerais vous dire que dans cet établissement, il y a beaucoup plus d'événements culturels et économiques que d'événements sportifs. Cela montre bien que lorsque le voile de la bêtise politique se lève des yeux des gens, et qu'ils peuvent voir les choses telles qu'elles sont, ils peuvent constater que des mesures de développement économique comme la construction de ce stade sont des choses sensées. Les gens n'aiment pas admettre leurs erreurs, c'est dans leur nature. Mais ici, je dois admettre une erreur. En observant la fréquentation, nous aurions dû construire un peu plus grand. Le président, M. Nagy Elek, a parlé avant moi de l'adoption des régulations de l'Union européenne. Ici, je voudrais demander l'aide de la Chambre. L'État n'est pas en mesure d'adopter les règles de l'Union européenne de manière raisonnable et à un rythme approprié. Il ne faut pas avoir de telles attentes envers nous. J'essaie d'imposer de telles attentes à mes collaborateurs, aux bureaucrates, mais je n'y arrive pas, et je dois admettre que cela restera ainsi. Parce que pour ceux dont la tâche est de s'occuper de l'adoption des règles de l'Union européenne, il n'y a qu'un seul critère. Adopter les règles aussi rapidement et aussi complètement que possible. Je ne peux pas leur donner de contre-indication, car alors ils ne sauraient pas quelle est leur tâche, pourquoi ils reçoivent leur salaire. Ainsi, l'adoption des règles de l'Union européenne plus rapidement et plus profondément que nécessaire, un phénomène par ailleurs connu, ne peut être empêché que s'il y a un autre acteur intéressé par une adoption raisonnable, planifiée et mesurée. Cela pourrait être la Chambre. Si vous ne nous soutenez pas, nous, les décideurs politiques, c'est toujours la logique qui prévaut. Adopter les règles aussi rapidement et aussi complètement que possible, même si cela ne semble pas raisonnable ou bénéfique pour l'ensemble de l'économie hongroise ou pour certains de ses segments. C'est pourquoi je demande de l'aide, Monsieur le Président, pour nous soutenir dans l'autre sens, pour qu'il y ait une autre approche lorsque nous décidons de la profondeur et du rythme de l'adoption des règles de l'Union européenne. Et enfin, le Président a conclu son discours en citant le frère de Kuska, disant qu'il faut jouer un beau football offensif. Eh bien, je voudrais informer l'Assemblée qu'il n'y aura pas de manque à ce niveau. Cette année est celle de la percée, et on ne peut percer qu'en attaquant. Je me souviens d'une scène dans le vestiaire de l'équipe parlementaire, lorsque Feu Jen Lastovica, notre collègue député, a annoncé la composition de l'équipe pour le match contre les Anglais. Je regarde la composition, tout le monde est attaquant. Je dis à Jen, qui va défendre ici? Jen répond, eh bien, l'adversaire. Donc, si vous voulez imaginer l'année 2025 selon les intentions du gouvernement hongrois, vous devez l'imaginer un peu comme ça. En ce qui concerne mon propos, je vous remercie beaucoup pour l'invitation, messieurs les présidents. Maintenant que la Chambre a une nouvelle direction, la question la plus importante dont je dois parler est de savoir quelle sera la relation entre le gouvernement et la nouvelle direction de la Chambre. Nous pouvons le mieux comprendre en regardant ce qu'elle a été. Avant 2010, avant les élections de la décennie, nous avons conclu le premier accord significatif entre le futur parti au pouvoir et le monde entrepreneurial hongrois de l'époque, alors que le VOS était encore au centre, et Sándor Dömian a finalisé cet accord. Avant les élections, la routine compte beaucoup. L'accord comprenait 5 points. Nous nous sommes serrés la main publiquement sur un podium, en promettant de remplir ces 5 engagements, et les entrepreneurs ont promis de soutenir le gouvernement ou le futur parti au pouvoir. Nous avons rempli 4 des 5 points. Le premier point était de réduire la charge fiscale des entreprises au niveau régional en 4 ans. Avant 2010, elle était beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, nous avons le taux d'imposition des sociétés le plus bas de l'Union et le 3e taux d'imposition le plus bas en termes de risque, comme le dirait le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, c'est fait. Le deuxième engagement était de lancer des programmes publics de capital et de crédit. Les intervenants avant moi n'ont parlé de rien d'autre. Nous avons même nommé un grand programme de 1400 milliards de forint d'après Sándor Dömian, et le ministre de l'Économie a déjà parlé de la carte Széchenyi et de la couverture gouvernementale qui la soutient. Notre 3e engagement était de créer 1 million de nouveaux emplois en 10 ans. À l'époque,
c'était encore un sujet de dérision. Ils n'ont pas ri à cause de Sándor Domjan. Pas à cause de moi, c'était juste un sujet de dérision. Personne ne croyait que ce serait possible, et nous avons tous vu dans les chiffres que cela s'est produit. Enfin, notre quatrième engagement était que 50% des fonds de l'IE aillent aux petites et moyennes entreprises. Je peux rendre compte de la moyenne des 5 dernières années, au cours desquelles 51 forints sur 100 des fonds de l'Union européenne sont allés aux PME. Ainsi, nous avons rempli 4 points sur 5, pas un. Bien sûr, il aurait été préférable de remplir les 5. Mais un discours honnête exige que nous examinions également la question de savoir qui a le mieux rempli ses engagements, proportionnellement. Nous avons promis de remplir 5 points sur 5, et vous avez promis de nous soutenir. Je pense que si 4 entrepreneurs sur 5 nous soutiennent, alors nous sommes en bonne voie. Mais je crains que ce ne soit pas encore le cas. Nous reviendrons donc plus tard sur le 5e point. Mesdames et messieurs, la deuxième époque est liée au nom du président, László Parag. Nous avons également conclu des accords à cette époque. Ils étaient les suivants. La croissance de l'économie hongroise devrait être supérieure à la moyenne de l'Union européenne. Le taux d'investissement doit être supérieur à 25%. Une différence d'un an ou deux est peut-être pardonnable, mais dans l'ensemble, cela s'est produit. Le chômage doit être inférieur à 4%. Nous oscillons autour de ce chiffre. Le gouvernement doit avoir une politique de déploiement et soutenir l'exportation de capitaux. Nous pouvons dire que depuis 2010, notre exportation de capitaux a doublé. Cela peut être considéré comme un succès. Je ne peux exonérer de l'envie de bénéficier des avantages du soutien gouvernemental que les entrepreneurs hongrois qui réussissent sur le marché intérieur et qui, en plus, s'aventurent à l'étranger pour y faire leurs preuves. Car si quelqu'un est compétitif à l'étranger, il réussira évidemment aussi chez lui, car il est compétitif et performant. C'est pourquoi j'encourage vivement tous ceux qui souhaitent continuer à bien collaborer avec le gouvernement à aller à l'étranger et à y prouver leur compétitivité. Cela nous apporte également un soutien politique. Le 6e engagement de notre accord avec Parag László était de réaliser une réduction significative des impôts des entreprises. Depuis 2010, la charge fiscale a été réduite de 6%. Je pense donc que nous avons respecté les accords conclus lors de cette époque. Que se passera-t-il avec la nouvelle direction? Comme vous pouvez le constater à partir de ce que j'ai dit, la nouvelle direction de la Chambre ne pourrait pas trouver de meilleurs partenaires que nous. Dans le monde des affaires également, nous avons rempli de manière exceptionnelle les accords que nous avons conclus ensemble et nous sommes prêts à continuer. Lors de la réunion préparatoire à cette conférence, il en a été question, et j'ai bien compris ce que le président nous a demandé. C'est de cela qu'il a parlé ici. Le ton n'était pas exactement le même. En cercle restreint, des formulations plus fermes sont permises. Le président a évoqué une simplification fiscale, pour le dire ainsi, et une réduction de la bureaucratie. En ce qui concerne la réduction des impôts, il voit l'une de ces formes dans la simplification fiscale. Je pense que nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus. Je tiens à signaler que le gouvernement hongrois est prêt à conclure un accord avec la nouvelle direction de la Chambre, comme nous l'avons fait avec les précédentes. Les accords doivent être constitués de points clairs et réalisables. Fixons des délais. Je propose que les choses sur lesquelles nous nous mettrons bientôt d'accord soient réalisées d'ici le 1er juillet et que cet accord inclue une simplification fiscale, une réduction des impôts et une réduction de la bureaucratie. Mesdames et messieurs, ce que je peux vous dire sur l'avenir de la politique économique hongroise, c'est que ses fondements philosophiques et ses éléments essentiels ne changeront pas. Vous pouvez donc vous attendre, en termes de stratégie économique, à ce que vous avez pu observer au cours des 16 dernières années, 15 années. Nous sommes le gouvernement de la réduction des impôts, et nous le resterons. Il existe toutes sortes de classements pour aider à évaluer les systèmes fiscaux au niveau international. Dans le classement de la taxe fondation, que nous consultons le plus souvent, nous avons le 7e système fiscal le plus compétitif parmi les pays développés. Il est légitime de se demander pourquoi nous ne sommes pas premiers, et c'est sur cela qu'il faut travailler. Vous avez pu le voir dans les dernières annonces, notamment concernant l'exonération fiscale à vie pour les mères ayant des enfants, que le gouvernement a essentiellement introduit un élément dans le système fiscal qui déterminera celui-ci à long terme. Parlons franchement, il n'y aura pas d'échappatoire. Nous aurons donc un système fiscal dont les bases seront une combinaison de 3 éléments. Le système fiscal doit inciter au travail, encourager la famille et la natalité, et réaliser tout cela avec des impôts bas et des avantages fiscaux. Le travail, la famille et les impôts se combinent dans cette solution.
Nous l'introduisons maintenant, cela commence. Nous avons déjà pris cette direction avec les avantages fiscaux pour les familles, mais avec l'introduction de l'exonération fiscale à vie, la structure du système fiscal ne pourra plus être modifiée. Car on ne pourra pas retirer l'exonération fiscale à vie à ceux qui l'ont déjà obtenue. Ceux qui ont déjà vu de la politique savent très bien que c'est ainsi. Vous pouvez donc vous installer à long terme sur ce système fiscal. La deuxième chose importante pour notre prévisibilité est que la création d'emplois restera notre priorité absolue. Nous ne reviendrons donc pas au socialisme, nous ne voulons pas ramener un système économique basé sur les aides sociales et la redistribution budgétaire de l'argent inexistant. Nous pensons clairement à un système basé sur le travail. Nous voulons récompenser, reconnaître et valoriser la performance. C'est pourquoi la création d'emplois restera l'un de nos objectifs les plus importants. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la main-d'œuvre hongroise est épuisée en Hongrie. Selon notre analyse, il y a encore environ 300 000 personnes en Hongrie, des citoyens hongrois, qui peuvent être mobilisés pour travailler. Bien sûr, cela nécessite des formations, une politique économique plus équilibrée sur le plan territorial, et bien d'autres choses, mais nous avons encore au moins 300 000 compatriotes qui semblent vouloir travailler mais n'ont pas encore trouvé l'opportunité de le faire. Le troisième pilier de la politique économique, qui restera constant dans la période à venir, est le soutien aux entreprises. Tout à l'heure, le ministre de l'économie, pour éviter des malentendus ultérieurs, a simplement évoqué le fait que les 320 milliards de forints que nous vous avons donnés via la carte Széchenyi pourraient suffire à bien des choses. Par exemple, l'exonération fiscale à vie pour les mères de 3 enfants représente environ 150 milliards de forints par an. Avec la carte Széchenyi, nous donnons 320 milliards de forints aux entreprises. Je tiens simplement à souligner qu'il s'agit d'une décision politique claire et sérieuse de la part d'un gouvernement qui choisit de redistribuer une telle somme selon une approche de type social-démocrate, ou plutôt de la donner pour soutenir les entreprises, afin que vous en bénéficiez et puissiez faire fonctionner l'économie. C'est une question de choix de valeur. Je suis convaincu que si nous ne valorisons pas les entrepreneurs et les entreprises, si nous ne les reconnaissons pas, si nous ne les soutenons pas, si nous ne faisons pas clairement comprendre qu'en réalité, dans une économie privée, ce sont eux qui font fonctionner l'ensemble de l'économie, et non la machine étatique ou la politique, alors l'efficacité et la force économique du pays commenceront à décliner. C'est pourquoi le gouvernement continuera à soutenir les entreprises et à valoriser le travail des entrepreneurs hongrois. Pour illustrer cela, 3 années de guerre sont derrière nous, et par rapport à la dernière année d'avant-guerre en 2001, nous avons injecté 400 milliards de forints supplémentaires dans l'économie pendant ces 3 années de guerre, principalement pour soutenir les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Nous prévoyons que cette année, alors que nous parlons de percée, cela s'appliquera également aux entreprises. Par rapport à 2024, nous injecterons 1730 milliards de forints de plus dans l'économie hongroise via les entreprises, principalement les petites et moyennes entreprises. Cela représentera une augmentation de 50%. De même, vous pouvez compter sur un élément durable de la politique gouvernementale, la protection des investissements. Bien sûr, il y a une transition technologique, des personnes plus compétentes que moi en ont parlé avant moi, mais je tiens simplement à souligner que nous ne pouvons pas réussir si nous ne suivons pas le rythme de la transition technologique mondiale. Cela va au-delà de la digitalisation, c'est plus que cela. Et c'est l'une des raisons, au-delà des diverses considérations économiques, pour lesquelles nous ne pouvons pas renoncer aux investissements étrangers en Hongrie. Nous devons attirer ici les investissements étrangers qui, dans cette transition technologique, aident l'économie hongroise. De nombreux critères doivent être pris en compte lorsque nous offrons des opportunités aux entreprises étrangères en Hongrie. Je ne vais pas tous les énumérer maintenant, de la création d'emplois à la question de l'équilibre territorial, mais à l'avenir, l'un des critères les plus importants sera l'approche technologique. Les investissements étrangers qui aident l'économie hongroise dans sa transition technologique sont particulièrement bienvenus. D'ailleurs, en termes de PIB, le stock de capital étranger investi et opérant ici est le deuxième plus élevé de la région, voire peut-être de toute l'Europe. Seules les entreprises nous devancent, avec 55%. Nous avons 55%, donc le stock d'IDE, investissements directs étrangers, opérant en Hongrie représente 55% du PIB. Et pour les entreprises, c'est un peu plus élevé, ce qui nous place en deuxième position. Enfin, puisque le président de la Banque centrale a parlé de la mystérieuse politique monétaire patiente, il faut aussi dire quelques mots sur la responsabilité financière. Le ministre de l'économie, en toute autorité,
a pu dire ce qu'il a dit tout à l'heure sur les limites à ne pas dépasser. Nous ne pouvons pas abandonner ce principe, quoi qu'il arrive dans le monde. Après le service de la dette, le budget doit être équilibré. C'est la marge de manœuvre dont dispose le ministre de l'économie, car si notre déficit primaire devient négatif, cela pourrait causer une instabilité financière dans le pays que nous ne pouvons pas nous permettre. Ainsi, si la patience dont parle le président de la Banque centrale signifie que le gouvernement ne doit pas se précipiter, mais comprendre qu'il dispose d'une marge de manœuvre et qu'il ne doit pas la dépasser, alors c'est cette mesure que nous devons garder à l'esprit. En ce qui concerne la responsabilité, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que l'on ne voit presque jamais dans le discours public, et que vous ne connaissez peut-être pas non plus. Au cours des 15 dernières années, la Hongrie a eu un gouvernement qui, chaque année électorale, c'est-à-dire à chaque élection, a réduit le déficit budgétaire. Nos adversaires disent le contraire, mais cela n'a aucun fondement factuel. Ainsi, la situation est que la Hongrie a eu un gouvernement qui, en 2014, en 2018 et en 2022, a réduit le déficit budgétaire avant et après les élections. Cela montre bien que nous sommes engagés en faveur de la discipline financière, et nous ne pouvons pas, et ne voulons pas, nous en écarter. Si vous me le permettez, après cela, je voudrais dire quelques mots sur un sujet que plusieurs ont déjà abordé ici, mais il n'est pas injustifié que je m'y associe. Il s'agit de l'évolution de l'environnement international. Principalement parce que je viens tout juste de rentrer de la cuisine des sorcières, de Bruxelles, où ce fut le sujet jeudi, et c'est pourquoi je peux peut-être vous fournir des informations utiles. Non seulement pour contribuer à la compréhension du monde, mais aussi pour faciliter l'adaptation de vos propres calculs. Tout d'abord, je répète que j'avais de bonnes raisons de mettre mon veto aux documents signés par les 26 autres pays de l'Union européenne concernant l'Ukraine et de retirer la Hongrie de cet accord. Ce document, que personne n'a bien sûr lu, mais dont tout le monde parle, prévoit en réalité qu'au cours de la prochaine période, encore plus d'armes doivent être envoyées en Ukraine, et encore plus d'argent doit être donné à l'Ukraine depuis l'Europe, à travers des armes et au-delà. La Hongrie a lutté pendant 3 ans pour rester en dehors de cette guerre. Pendant 3 ans, nous n'avons pas envoyé d'armes, et pendant 3 ans, nous n'avons pas envoyé d'argent en Ukraine. Maintenant, alors que les Américains sont enfin dans la même position que nous, abandonner cette position nationale aurait été plus qu'une erreur, cela aurait été un crime. Pendant 3 ans, nous avons lutté contre les pressions internationales pour ne pas être entraînés dans la guerre. Nous n'avons pas envoyé d'armes, et nous n'avons donné de l'argent qu'à des fins humanitaires. Au dernier moment, quelle que soit la pression exercée sur nous, ce serait une erreur d'abandonner cette position. C'est pourquoi je vous demande de soutenir le gouvernement hongrois dans son engagement à maintenir notre position pacifiste. En 3 ans de guerre, l'économie hongroise a perdu 20 milliards d'euros. C'est la perte de l'économie nationale hongroise. S'il y a un pays qui a un intérêt direct à ce que la guerre se termine le plus tôt possible, si possible dès demain matin, si un tel pays existe, qui est vraiment concerné de manière tangible, c'est la Hongrie. Parce que perdre 20 milliards d'euros en 3 ans pour une économie nationale de la taille de la Hongrie, c'est une perte de sang très sérieuse. Et réjouissons-nous qu'enfin, quelqu'un d'autre que nous, une grande puissance dont le poids dépasse largement le nôtre, les États-Unis, disent la même chose que nous. Et ne cédons pas à ce chant des sirènes européennes qui nous pousse à envoyer encore plus d'armes, encore plus d'argent, mais protégeons-nous, restons en dehors de cela. Ceux qui, chez nous, critiquent le gouvernement pour ne pas avoir signé cet accord des 26 pays, disent en réalité qu'il faut envoyer plus d'armes et plus d'argent en Ukraine. C'est une erreur, ne prenons pas cette position, ne nous laissons pas entraîner dans cette guerre. Que se passera-t-il après la guerre? C'est peut-être la question la plus importante concernant l'environnement international. Tout d'abord, nous n'avons pas à nous inquiéter pour la sécurité hongroise, car après la guerre, l'OTAN sera toujours là. Et la Hongrie est membre de l'OTAN. De plus, les 2 plus grandes armées de l'OTAN appartiennent aux États-Unis et à la Turquie, les 2 plus proches alliés de la Hongrie. Ainsi, ceux qui s'inquiètent pour la sécurité hongroise ne savent pas de quoi ils parlent, car tant que l'OTAN existe et que la Hongrie entretient des relations aussi étroites avec les États-Unis et les Turcs, nous sommes au cœur de l'OTAN, et à travers l'OTAN, ainsi que notre propre armée nationale, nous sommes capables de garantir la sécurité du pays. Donc, il y aura une sécurité militaire. Ce facteur d'incertitude peut être écarté sans problème. Il ne mérite pas d'être pris en compte dans vos calculs ou dans vos prévisions commerciales. La deuxième chose qui sera certaine après la guerre, c'est l'alliance stratégique entre les États-Unis et la Hongrie. Cela a déjà pris forme sur le plan politique,
et nous en définissons actuellement la dimension économique. Notre ministre des Affaires étrangères s'est récemment rendu à Washington et un paquet de coopération économique hongro-américain sera mis en place, ce qui représentera une aide significative pour l'économie hongroise. Cela reste bénéfique pour nous, même s'il y aura une guerre commerciale dans laquelle la Hongrie perdra, comme tous les pays de l'Union européenne. Nous ne connaissons pas encore l'ampleur de ces pertes, mais nous pouvons être sûrs qu'elles auront lieu. Ce n'est pas seulement à cause de ce que vous pouvez lire dans la presse économique spécialisée, à savoir que les Américains veulent réduire, ou du moins limiter, leur déséquilibre commercial avec l'Europe, ou même en tirer un avantage, mais aussi à cause de ce que le ministre a mentionné. C'est le meilleur moyen pour que tout le monde comprenne qu'il est préférable de réaliser ces investissements aux États-Unis. Car ainsi, ces droits de douane ne devront pas être payés. C'est pourquoi les grandes entreprises allemandes repensent leurs investissements. Au lieu de les réaliser dans leur pays d'origine, l'Allemagne, elles investissent massivement aux États-Unis. Nous avons besoin d'un accord avec les Américains qui limite cet effet pour la Hongrie ou qui le réduise à zéro. Nous avons cette possibilité car nous n'avons pas, par exemple, de convention pour éviter la double imposition, car le précédent gouvernement américain l'a annulé à titre de sanction. Nous négocions actuellement son rétablissement, et il y aura d'autres éléments économiques qui permettront de compenser, au niveau de l'économie nationale hongroise, les pertes dues aux droits de douane appliqués par les Américains contre l'Europe, tant sur le plan monétaire que réel. Que se passera-t-il d'autre? Eh bien, tôt ou tard, il y aura aussi une politique européenne. Car si les intervenants avant moi ont pu identifier les intentions de tous les acteurs mondiaux, sauf celles de l'Union européenne, ce n'est pas un hasard. Cela ne met pas en lumière les limites des capacités des orateurs, mais plutôt la situation. Je peux vous en parler de première main, car nous en avons discuté jeudi. Et même s'il est peut-être justifié de formuler des critiques à l'encontre d'un dirigeant, comme nous le faisons à l'encontre des dirigeants de l'Union, vous savez que je ne suis pas avare en la matière. Ainsi, cela peut être justifié, mais par souci d'équité, nous devons aussi garder à l'esprit que le changement nécessaire ici est d'une ampleur sans précédent au cours des 20 ou 30 dernières années. Ce que l'Union européenne doit faire est contraire à la logique qui a prévalu jusqu'à présent. Et il n'est même pas certain qu'elle soit capable d'opérer ce changement. Lorsque le ministre de l'économie a voulu saisir ce phénomène avant moi, il a utilisé l'expression « État développeur » pour décrire comment les États membres de l'Union européenne, et par conséquent l'Union européenne dans son ensemble, devraient passer d'un conservatisme fiscal à une logique d'État développeur. Il a utilisé cette expression. Est-elle appropriée pour décrire l'essence du problème? L'essence du problème, pour le dire plus simplement, est que la règle la plus importante de l'Union européenne jusqu'à présent était que le déficit budgétaire des États membres ne devait pas dépasser 3%. Ceux qui s'en écartent sont soumis à un système de sanctions prédéfini. Nous voyons que nos concurrents ne font pas cela. En fait, vous avez peut-être entendu des chiffres montrant qu'ils ne le font pas depuis des décennies. Le moment est venu pour l'Union européenne de faire face aux conséquences de cela. Comme l'Allemagne est l'État le plus puissant de l'Union, c'est en réalité l'Allemagne qui définit la philosophie économique de l'Union européenne, sinon entièrement, du moins de manière décisive. La philosophie économique qui prévaut en Allemagne est celle qui prévaut dans l'Union européenne. La situation est encore plus frappante du point de vue de ma profession, car les modèles de coalition qui fonctionnent en Allemagne sont ceux qui fonctionnent à Bruxelles, entre parenthèses, mais cela est peut-être moins votre problème. Les Allemands sont confrontés à une décision cruciale. Nous en parlons déjà au passé, je ne sais pas si c'est justifié, mais ils sont au bord de la décision. Ils vont abandonner la discipline financière classique allemande, pour parler franchement. Le plan que j'ai pu découvrir jeudi prévoit non pas 500 milliards, comme nous l'avons vu ici, mais un plan de 800 milliards d'euros pour l'économie allemande qui sera consacré au développement des infrastructures, quoi que cela signifie, et au renforcement des capacités militaires. Et laissons de côté les implications politiques de cela. Je l'ai mentionné simplement parce que c'est aussi passionnant, pour ceux que cela intéresse, cela mérite réflexion. Nous parlons ici du réarmement de l'Allemagne au cœur de l'Europe. Il y aura une armée allemande. Ce sera la plus grande de toute l'Europe. Elle sera plus grande que toutes les autres. Et la base industrielle qui la soutiendra, financée par ces fonds, sera également bien plus importante que toutes les autres. Nous n'avons pas vu cela depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Américains et les Russes vont-ils accepter cela? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Nous ne savons pas comment ils réagiront. Pour le moment, c'est le chaos. C'est un nouveau plan de l'Allemagne. Les réactions des tiers à ce sujet ne sont encore que superficiellement connues.
Ce que nous savons avec certitude, c'est que les Russes n'ont pas les moyens d'empêcher cela. Les Américains, en revanche, ont les moyens d'intervenir s'ils le souhaitent, principalement à travers la manipulation du taux de change dollar-euro, entre parenthèses. Quoi qu'il en soit, laissons cela de côté pour l'instant. Ce que nous savons, c'est que les Allemands ont pris une décision. Un plan de 800 milliards d'euros en argent frais pour l'économie. Ce n'est pas de l'argent de Bruxelles, car les chiffres de Bruxelles ne sont jamais vrais. Ce sont des mensonges, ou comment dire, des exagérations. Parce qu'à Bruxelles, ils ne disent pas qu'ils mettent telle somme sur la table, et que c'est là. Ils disent qu'ils mettent une certaine somme, dont nous ne connaissons pas exactement le montant, qui va mobiliser, à travers diverses transactions financières, un montant donné. Et c'est ce qu'ils annoncent, mais ce n'est pas de l'argent frais. C'est déjà du crédit, des garanties, des couvertures et d'autres instruments mobilisés par cet argent frais. Mais les Allemands ne parlent pas de cela, ils parlent d'argent réel. 800 milliards d'euros, posés sur la table, à partir desquels on pourra ensuite créer du crédit, des garanties, etc. Ainsi, la somme qui entrera réellement dans l'économie allemande ne sera pas de 800 milliards d'euros, mais bien plus, grâce à l'effet multiplicateur des instruments financiers. Est-ce une bonne chose à moyen terme que l'Allemagne se réarme et qu'une grande armée allemande réapparaisse, et que l'Allemagne abandonne sa règle d'endettement pour injecter des quantités massives d'argent emprunté? Car cet argent n'existe pas encore, les 800 milliards d'euros ne sont pas disponibles, ils devront être empruntés et placés sur la table, ce qui servira ensuite de garantie pour de nouveaux prêts. Alors, est-ce que cela sera bon pour l'Allemagne et pour nos moyens termes? Je ne peux pas vous le dire, parce qu'il y a à la fois des opportunités et des dangers sur la table. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à court terme, ce sera très bon. À court terme, ce sera extrêmement bénéfique. Il n'y a pas de meilleure nouvelle à court terme pour l'économie hongroise. Car si la relation que nous connaissons tous probablement dans cette salle est vraie, à savoir comment et de quelle manière l'économie hongroise est liée à l'économie allemande, alors si de l'argent entre dans l'économie allemande, et si une croissance économique et une conjoncture démarrent en Allemagne, cela se répercutera presque immédiatement dans l'économie hongroise à travers un certain effet de levier et stimulera la performance de l'économie hongroise. Encore une fois, je ne sais pas si ce qui se passe est stratégiquement bon à moyen terme, lorsque les Allemands deviendront un pays endetté, mais je suis tout à fait sûr que cela sera bon pour vous, pour toute l'économie nationale hongroise, à court terme. Et vous connaissez les Allemands. Quand ils font quelque chose, ils le font sérieusement. Que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, ils le font sérieusement. Ils le font sérieusement ici aussi. Je mentionne cela simplement pour dissiper les doutes que certains pourraient avoir sur la qualité de la démocratie hongroise. En effet, pour abolir cette règle d'endettement, une décision à la majorité des 2/3 est nécessaire au Parlement allemand. Là-bas, comme vous le savez, il y a eu des élections la semaine dernière. Une série de négociations est en cours pour former un gouvernement qui aura une majorité, mais pas une majorité des 2/3. Alors, comment vont-ils abolir la règle d'endettement qui nécessite une majorité des 2/3? En convoquant le Parlement allemand récemment destitué, qui n'existe plus, pour une dernière session, où la majorité gouvernementale du Parlement actuel, c'est-à-dire celui qui vient de terminer son mandat, ainsi que le grand parti de gouvernement, la CDU, réuniront ensemble la majorité des 2/3. Et le Parlement déjà destitué par les citoyens allemands prendra une décision à la majorité des 2/3 pour abolir la règle d'endettement. C'est la situation. C'est légal, car selon la constitution allemande, c'est possible. Et nous ne voulons pas intervenir dans cela. Mais reculons un peu lorsqu'il s'agit de l'état de droit et que nous parlons de la Hongrie. C'est ce qui va se passer avec l'Allemagne, selon moi. La conséquence pour l'Union européenne est que, si ma thèse est vraie, à savoir que la philosophie économique allemande détermine celle de l'Union européenne, alors la règle des 3% sera également brisée par l'Union européenne. Ainsi, la règle selon laquelle chaque État membre de l'Union européenne ne peut avoir qu'un déficit de 3% appartiendra au passé, y compris pour nous. 2 points de rupture peuvent probablement être identifiés. Le premier est que les dépenses de défense, jusqu'à un certain niveau, ne devront pas être ajoutées aux 3%. Disons que nous dépensons 2%, la situation ne sera pas aussi favorable. Mais pour simplifier, supposons que si nous n'avons pas à ajouter ces 2% à nos dépenses et à notre déficit, alors notre déficit de 3% pourrait passer à 5%, si nous le décidons. C'est le premier point de rupture.
Le deuxième point est que, après de grands débats qui nous attendent encore, l'Union européenne veut lever des fonds massifs, contracter des emprunts, et après l'endettement de l'Allemagne, elle veut endetter l'ensemble de l'Union européenne. La Constitution hongroise ne permet pas que nous soutenions cela, ou plutôt elle stipule qu'un tel emprunt, qui dépasse le cadre du budget actuel sur 7 ans comme c'était le cas par exemple pour le Fonds de relance et de résilience, RRF, si vous vous en souvenez, nécessite l'approbation des 2/3 du Parlement hongrois. Nous aurons des débats dans les mois à venir. Si Bruxelles emprunte cette voie et veut relancer l'économie européenne avec toutes sortes de constructions financières, quelle devrait être la participation de la Hongrie à ces programmes? Nous devrons en discuter à ce moment-là. Et l'Union européenne a encore une autre chose en tête. Elle veut maintenir l'Ukraine en vie. Cela signifie qu'une décision a été prise sans notre participation, mais qui nous affecte également, à savoir que, pour l'instant, une armée ukrainienne de 800 000 hommes que le président ukrainien, également présent, veut porter à 1 million après la guerre, et il a annoncé que l'Ukraine n'est pas en mesure de financer cette armée d'1 million d'hommes, devra être financée par l'Europe, car les Américains ont clairement indiqué qu'ils ne participeront pas à cela. Ainsi, l'Union européenne veut actuellement prendre en charge le financement d'une armée d'1 million d'hommes en dehors de son propre territoire. Devons-nous financer l'État ukrainien? Aujourd'hui, l'État ukrainien ne peut pas se financer lui-même. Tout le monde se souvient qu'avant la guerre, il était au bord de l'effondrement. L'Union européenne veut donc financer le fonctionnement de l'État ukrainien. En même temps, elle veut se réarmer elle-même et y consacrer des fonds européens, et pour compenser les Ukrainiens parce qu'ils ne sont pas admis dans l'OTAN, elle veut les intégrer rapidement dans l'Union européenne. J'avais des doutes sur la manière de juger une décision de Bruxelles ou de l'Allemagne, mais je suis certain que cette décision de Bruxelles fera s'effondrer l'économie européenne. C'est pourquoi cela ne doit pas se produire. Là où nous avons un pouvoir de décision, c'est sur l'adhésion à l'Union. Les autres constructions financières peuvent être mises en place sans nous, mais pas l'adhésion à l'Union. Et maintenant que le processus de négociation de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est entré dans une phase cruciale, jusqu'à présent, nous avons défini les formes et les cadres, il faut maintenant clarifier si nous voulons assumer les charges financières qui en découlent ou non. C'est une question d'une telle importance qu'elle peut déterminer le destin de la Hongrie à moyen et long terme, c'est pourquoi il est important que chacun exprime son opinion, y compris la vôtre. C'est pourquoi je souhaite encourager tous les membres de la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que leurs employés, à participer à la consultation publique, à examiner sérieusement cette question et à exprimer leur opinion. Mesdames et messieurs, la question est de savoir comment la stratégie hongroise, dans ce contexte international dont j'ai parlé, sur ces bases stratégiques que j'ai évoquées en premier lieu comme élément permanent, se présente pour la période à venir. Ainsi, la stratégie hongroise est construite sur la réflexion suivante. Nous ne devons accepter aucun isolement. Nous le formulons positivement en parlant de neutralité économique. Peu importe d'où souffle le vent ou comment les éclairs frappent, l'intérêt de l'économie hongroise est d'avoir les meilleures relations économiques possibles avec les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et la Russie. Et nous ne devons accepter aucune restriction idéologique ou politique, parce que nous nous retrouverions alors coincés, comme on peut le voir au milieu d'une guerre commerciale, dans des situations dont nous ne trouverions pas d'issue. C'est pourquoi il est bon de nous assurer dès le départ la plus grande marge de manœuvre possible et d'établir les relations les plus saines possibles avec tout le monde, des États-Unis à la Russie, sur la base de la neutralité économique. Cela signifie que nous ne devons pas nous retrouver dans la situation où l'Union européenne s'est mise. Aujourd'hui, l'Union européenne est un acteur isolé de l'économie mondiale. Elle est en guerre, ou du moins en grave conflit politique, avec les États-Unis. Elle vient d'adopter un document qui s'oppose à l'initiative de paix américaine, assumant un conflit ouvert avec les États-Unis sur la question de la guerre. Elle s'isole de la Chine, car l'Union elle-même a initié des propositions fiscales et douanières, donc un conflit avec la Chine. Et depuis le début de la guerre, elle s'isole de la Russie avec les sanctions, en particulier les sanctions énergétiques. Aujourd'hui, l'Union est une entité isolée dans le monde, en conflit avec les États-Unis, la Chine et la Russie. Ils sont isolés. La Hongrie ne fait pas partie de cela. Nous avons les meilleures relations possibles avec les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc, s'il est question d'isolement, cela est vrai pour l'Union, mais pas pour la Hongrie. Le deuxième élément de la stratégie hongroise pour la période à venir est la paix. J'en ai déjà parlé, je ne le répéterai pas. Nous ne pouvons pas supporter 3 autres années comme celle-ci, qui ont coûté 20 milliards d'euros à l'économie hongroise, donc nous avons besoin de paix.
Le troisième point est la réduction des impôts. J'en ai déjà parlé. À long terme, nous consolidons le système fiscal hongrois qui combine la famille, le travail et la réduction des impôts. Le quatrième pilier de la stratégie est le programme 2100 d'or. Je demande à la Chambre de nous aider dans sa mise en œuvre. Nous avons élaboré des cadres, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le gouvernement qui fait fonctionner l'économie, ni même le ministre de l'économie, malheureusement, ni même le président de la Banque centrale. Encore plus malheureusement, ce n'est même pas le Premier ministre. En réalité, ce sont les acteurs de l'économie, les entrepreneurs, vous, qui faites fonctionner l'économie. En vain, nous annonçons un programme 2100 d'or si vous ne nous aidez pas à le mettre en œuvre de manière à ce qu'il soit le meilleur possible pour les entrepreneurs. Nous vous demandons expressément de participer à cela. Enfin, les fonds européens vont arriver, ils arrivent déjà. Les fonds agricoles de l'Union européenne arrivent, tout comme les fonds de cohésion de l'Union européenne. Ils continueront à arriver dans la période à venir. Nous devrons nous battre pour chaque nouvelle tranche ou chaque nouveau montant à débloquer. Mais nous connaissons ces points, nous savons quand ils se produiront et les positions de négociation sont définies. Ainsi, nous aurons accès à chaque centime des fonds européens, comme c'est le cas aujourd'hui, car les fonds européens arrivent continuellement, tant du fonds de cohésion que de la politique agricole commune, PAC. En résumé, je peux vous dire que la situation est la suivante. C'est notre stratégie. Cette année est celle de la percée. Et comme vous l'avez entendu, vu, et comme vous le savez mieux que quiconque, il y a énormément d'argent dans l'économie hongroise, énormément d'argent dans les entreprises, énormément d'argent dans les ménages, et les banques ont des capacités de prêt énormes. La tâche consiste à mobiliser cet argent cette année et à le mettre au service de la croissance économique et de la productivité de manière sensée. C'est possible, nous avons les bonnes personnes pour cela, nous avons les programmes, et j'espère vraiment que vous avez également désigné et choisi les dirigeants avec lesquels nous pourrons mener à bien ce processus de relance économique. En résumé, j'ajouterai peut-être ceci, sans vous montrer du doigt, mais pour que vous voyez que je ne parle pas en l'air quand je parle de beaucoup d'argent. Actuellement, 4 682 investissements publics sont en cours en Hongrie. Leur valeur est de 12 500 milliards de forints. 2 949 projets sont en cours de réalisation. Leur valeur est de près de 6 000 milliards de forints. 1 733 projets sont en phase de planification. 13 projets majeurs de construction de grande hauteur sont en cours. 10 grands projets de développement routier sont en cours de réalisation. Leur valeur est de 1 270 milliards de forints. En ce qui concerne le développement ferroviaire, je ne mentionne pas le développement de la ligne ferroviaire Budapest-Belgrade. 29 projets sont en cours de réalisation pour une valeur de 754 milliards de forints. Il est bon de savoir que nous ne renoncerons pas au développement de Budapest, car le poids économique de Budapest est déterminant pour l'économie nationale. Mais je dois ajouter que les proportions précédentes ne peuvent pas être maintenues. Ainsi, il semble que Budapest représente 165 à 167% du développement de l'Union européenne. D'énormes investissements sont en cours dans la ville. J'en mentionne quelques-uns. Le projet ferroviaire de contournement sud. L'université Péter Pázmány, nous parlons de plusieurs centaines de milliards de forints. La rénovation du château de Buda, pour n'en citer que quelques-uns. Le tramway entrelacé. Ainsi, il existe de grands programmes de développement à Budapest, mais en dehors de ceux en cours, nous ne pouvons pas en lancer de nouveaux à Budapest pour le moment. Pour les raisons évidentes mentionnées ici, les fonds disponibles pour le développement doivent être principalement dirigés vers des cibles régionales en dehors de la capitale et mobilisés pour le développement des régions. Ce sont des chiffres énormes. J'espère que, tout comme nous avons réussi à mettre la partie orientale du pays sur une voie industrielle, innovante, forte et dynamique, qui rattrapera bientôt les régions les plus développées de l'ouest du pays, nous pourrons accomplir le même travail. Les régions du sud du pays sont celles où nous avons les plus grands problèmes, tant en Transdanubie que dans la Grande Plaine. Nous concentrerons ces fonds de développement là-bas, et ainsi la stratégie que je vous ai présentée ici se réalisera non seulement, mais se réalisera de manière équitable pour le pays. Monsieur Nagy Elek Ervin, merci beaucoup pour l'invitation. Elek, merci beaucoup pour les discussions d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'élaboration d'un accord. Je voudrais attirer encore une fois l'attention sur le fait que si nous pouvions réaliser cela d'ici juillet. Le 1er juillet marque l'anniversaire, le milieu de l'année dans la politique gouvernementale et budgétaire. Si vous voulez encore atteindre quelque chose cette année,
Monsieur le Président, cher Elec, cet accord doit être conclu 1 ou 2 mois avant juillet, afin que nous puissions le mettre en œuvre avec la période législative de clôture de juillet. En ce qui concerne la simplification fiscale, la réduction des impôts et la réduction de la bureaucratie, le gouvernement est à 100% à la disposition de la Chambre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr, és tisztelettel megkérem az előadókat, hogy csatlakozzanak miniszterelnök úrhoz a színpadon egy közös fotó erejéig. Miniszterelnök úr, miniszter úr, elnök urak. Köszönjük szépen, és itt jelöltük, hogy hogyan készül a fotó.